Le jour de mes 29 ans, mes parents sont entrés dans mon appartement sans frapper et ont jeté un dossier sur ma table comme s'il s'agissait de la facture de mon existence. Mon père a ri le premier, ce rire doux et satisfait qui remplit une pièce plus vite que la fumée. Ma mère n'a même pas pris la peine de s'asseoir, elle a juste tapoté le dossier en disant que l'avenir de ma sœur était désormais assuré, sans jamais remarquer la bougie sur le gâteau derrière eux qui se consumait toute seule. Je n'ai pas discuté, je n'ai même pas demandé pourquoi, je me suis seulement posé une question dans ma tête, combien de temps avant qu'ils ne réalisent que ce qu'ils avaient pris ne m'appartenait pas vraiment? J'ai appris très tôt que le silence était plus facile que de demander quoi que ce soit, car en grandissant, notre maison ressemblait toujours à la vie de quelqu'un d'autre, avec les leçons de piano de ma sœur Juliette qui résonnaient dans le couloir, ma mère l'encourageant depuis la cuisine et la voix de mon père retentissant avec des projets faits pour elle, jamais avec elle. J'évoluais autour de ce bruit comme une ombre, prenant soin de ne pas interrompre la musique de leurs attentes. L'argent a été la première chose qu'ils ont prise sans demander, j'avais 17 ans quand mon père a emprunté les économies de mon job d'été, se tenant à l'encadrement de la porte en faisant tinter ses clés, disant que c'était pour quelque chose d'important sans jamais me dire quoi, tandis que ma mère me disait de ne pas être dramatique et que les familles partageaient tout. Juliette a eu une nouvelle robe de créateur cette semaine-là et j'ai fait le calcul moi-même. À 20 ans, j'avais appris à garder mes victoires modestes. Lorsque j'ai obtenu ma première certification en cybersécurité, mon père a parcouru le papier et m'a demandé si je pouvais plutôt régler ses problèmes de mots de passe, tandis que ma mère changeait de sujet pour parler du stage de Juliette. Ce soir-là, au dîner, une seule histoire comptait et ce n'était pas la mienne, alors j'ai travaillé tranquillement, avec constance. Chaque heure supplémentaire passée au bureau, chaque mission freelance acceptée le week-end, chaque invitation refusée, je canalisais tout cela vers un compte d'épargne comme certaines personnes écrivent un journal intime, les chiffres devenant ma chronologie. Ma vingtaine s'est écoulée à l'intérieur de tableurs que personne d'autre ne lirait jamais. Je vivais alors dans un studio mal isolé en banlieue, les murs étaient fins, le radiateur claquait et je devais scotcher le cadre de la fenêtre en hiver pour que le vent ne siffle pas à travers. Pourtant, chaque mois, je transférais ce que je pouvais, 100 €, 300 €, parfois 1000 quand une prime tombait, regardant le solde monter lentement comme de l'eau remplissant un verre fêlé, jamais rapide, jamais propre, mais constant. Ce qui était trompeur, c'était la fierté que je ressentais, non pas à cause de l'argent lui-même, mais parce que c'était à moi, quelque chose d'intact, quelque chose que personne n'avait réécrit ou redirigé vers Juliette. Je portais ce compte comme une preuve secrète que je n'étais pas entièrement invisible, mais chaque année, ma famille trouvait de nouveaux moyens de me rappeler ma place. La fête de fin d'études de Juliette a duré une semaine, la mienne s'est terminée avant que la glace ne fonde. Lors de la célébration de son premier emploi, les proches ont porté un toast à son brillant avenir. Quand j'ai obtenu une promotion, mon père m'a tendu une liste de factures qu'il avait besoin que je couvre juste pour ce mois-ci. Ma mère a souri de cette façon douce et compatissante en disant que cela ne me dérangeait pas d'aider, et tout le monde a hoché la tête, supposant que la générosité était ma personnalité au lieu de mon seul choix. Le pire moment est arrivé il y a 6 ans, je venais de terminer un projet majeur, le genre qui change une carrière, et je suis entrée dans le salon de mes parents en espérant une petite reconnaissance, mais ils étaient déjà en pleine conversation sur la nouvelle idée d'entreprise de Juliette. Je suis restée là, tenant mon dossier comme une invitée arrivée dans la mauvaise maison, et c'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille, pas la star, même pas le second rôle, juste la ressource qu'ils avaient oubliée qui pouvait s'épuiser. Mon père a poussé le dossier sur la table de ma cuisine comme s'il livrait de la paperasse que j'avais déjà acceptée, les bords étaient usés comme si quelqu'un l'avait manipulé plusieurs fois avant de me l'apporter. Ma mère ne s'est pas assise, elle errait derrière lui, les bras croisés, scannant l'appartement comme on inspecte une chambre d'hôtel où l'on ne compte pas rester longtemps. J'ai ouvert le dossier parce que rester immobile était la seule chose que je me faisais confiance pour faire. La première page était une confirmation de retrait bancaire et le chiffre en bas n'avait aucun sens au début, mon cerveau refusant d'attacher une signification à quelque chose d'aussi net, d'aussi absolu, 2 900 000 €. 10 ans d'heures supplémentaires, de vacances sautées, de primes économisées, de chèques de paie divisés en portions prudentes, tout disparu en une seule signature. Mon père a laissé échapper un petit rire, le genre qu'il utilisait chaque fois qu'il parlait de gagner, et a dit merci en tapotant la page d'un doigt, ajoutant que mon argent avait assuré l'avenir de ma sœur.
La pièce est devenue assez silencieuse pour que le bourdonnement du frigo devienne bruyant. Ma mère a ajusté la manche de son chemisier et a dit que je l'aurais gaspillé de toute façon, pas méchamment, pas avec colère, juste avec certitude. Quelque chose en moi s'est arrêté, pas un sentiment, pas une pensée, mais un mouvement, une pause, le genre qui arrive quand une personne voit enfin la vérité sans ses excuses. Juliette n'était pas là, mais je pouvais entendre son nom dans chaque mot qu'il disait, son avenir, ses besoins, son monde, tandis que le mien n'était pas mentionné, pas une seule fois. J'ai senti ma main planer au-dessus du dossier, figée dans un demi-pas vers quelque chose qui n'existait plus, et je l'ai abaissé lentement, comme on pose un objet qui n'est pas le sien. Il continuait de parler, de plans, de délais, d'une rénovation que Juliette voulait pour son entreprise, d'un dîner de remerciements auquel il supposait que j'assisterais. Chaque mot flottait devant moi comme si je n'étais que le mur absorbant leur voix. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas demandé pourquoi, c'étaient des habitudes d'une version de moi qu'ils avaient trop bien dressée. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'installer entre nous, lourd, délibéré, incomparable. Puis j'ai fait la seule chose qu'ils n'attendaient jamais, j'ai ri aussi. Pas fort, pas de manière moqueuse, juste une expiration silencieuse transformée en un son qu'ils ont pris pour une capitulation, mais ce n'était pas une capitulation, c'était le moment où j'ai cessé de faire semblant qu'ils allaient un jour me voir. J'ai ri parce que ce qu'ils avaient pris n'était pas mes vraies économies. Le dossier qu'ils avaient jeté sur ma table contenait des chiffres qu'ils croyaient m'appartenir, et techniquement, ils m'avaient appartenu pendant un moment, assez longtemps pour qu'ils fassent confiance au solde, pour supposer que c'était le seul compte que j'avais, assez longtemps pour que la confiance les rende imprudents. Ils pensaient tout comprendre de ma façon de vivre, pratique, calme, prévisible, mais ils n'ont jamais compris ma façon de me préparer. 3 ans plus tôt, tard un soir dans mon bureau, j'avais créé une structure parallèle, un compte leur qui reflétait mes vraies économies et mes habitudes, avec des dépôts à intervalles constants, des montants assez raisonnables pour passer pour des transferts authentiques, dans une cadence identique à la façon dont j'avais construit ma vie. Mais son but n'était jamais d'être dépensé, il existait pour être touché par les mauvaises mains. Le matin suivant mon anniversaire, l'appartement était de nouveau silencieux. Le dossier était exactement là où mon père l'avait poussé, son coin légèrement plié là où mon pouce s'était posé. J'ai fait du café, regardé la vapeur monter et posé la tasse à côté de mon ordinateur portable, c'était un petit rituel, le genre qui stabilise une pièce. J'ai ouvert mes journaux de connexion. Chaque virement jamais effectué vers le compte leur était organisé dans un tableur avec des horodatages, des annotations et une colonne à code couleur pour le comportement attendu. J'avais cartographié le moment exact où un retrait suspect déclencherait une alerte fraude du système que j'avais aidé à concevoir des années auparavant. Les drapeaux étaient déjà actifs au moment où ils avaient accédé à cet argent, l'algorithme commençait son travail silencieux. Les vraies économies, intactes, vivaient ailleurs entièrement. J'ai fait défiler la piste d'audit que j'avais construite, la réplication des modèles de dépôt, les soldes en miroir, l'absence délibérée de toute facture personnelle ou paiement qui lierait le compte à ma vie quotidienne. C'était propre, suspectement propre, et c'était le but. Mes parents avaient pris quelque chose qui ressemblait au travail d'une vie, ne sachant pas qu'il avait été conçu exactement pour cela. J'ai envoyé un seul SMS à mon avocat, ils ont accédé au compte signalé. Un instant plus tard, la réponse, on procède. Pas d'explication, pas de leçon, pas d'indignation, nous avions répété cette ligne exacte il y a des mois. Mon avocat m'avait toujours dit que certaines vérités n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute, elles avaient juste besoin de documentation. J'ai fermé les messages et ouvert un autre dossier étiqueté discrètement dans mes archives informatiques. À l'intérieur se trouvaient des relevés, des paiements, des virements, des copies de mai et des instantanés de soldes de la dernière décennie. Tout ce que j'avais mis de côté pour moi-même était détaillé en rangées nettes. J'ai ajouté la nouvelle capture d'écran, le solde du compte l'heure à 0. Pendant un instant, le curseur a clignoté au milieu d'une cellule vide, une petite impulsion de lumière. J'ai expiré lentement et fermé la fenêtre. L'action suivante était plus simple que je ne l'avais imaginé, j'ai ouvert mon application bancaire et retiré mes parents de tous les paiements automatiques qu'ils m'avaient demandé de couvrir temporairement au fil des ans. Je les avais maintenus par habitude, pas par loyauté. Un par un, j'ai annulé les paiements programmés, les assurances, les factures, une contribution mensuelle qu'ils insistaient être pour les urgences familiales.
Chaque annulation faisait un petit clic doux, c'était la limite la plus silencieuse que j'ai jamais tracée. J'ai ouvert mon carnet et écrit une liste, non pas de ce qu'ils me devaient, mais de ce que je ne leur devais plus. La liste était courte, plus courte que je ne le pensais, et j'ai barré la dernière ligne d'un seul trait de stylo. Au travail, les lumières du bureau étaient de leur blanc fluorescent habituel, plat et constant. Lucas est passé devant mon bureau cet après-midi-là, équilibrant son déjeuner et une pile de rapports. Il m'a regardé, puis a regardé mon écran, puis a offert un signe de tête discret comme s'il sentait quelque chose dans ma posture qui n'était pas là auparavant. J'ai rendu le signe de tête, rien de plus. J'ai passé le reste de la journée à examiner une proposition pour un contrat à venir, vérifiant les exigences de chiffrement et les flux d'accès. Ma concentration semblait aiguë, presque anormalement. Lorsque le bureau s'est calmé vers le soir, je me suis penchée en arrière dans ma chaise et j'ai ouvert un dossier de notes personnelles que je tenais depuis des années, des idées pour mes propres stratégies de projet que je n'avais jamais montrées à mes parents parce qu'ils les auraient rejetées comme irréalistes. J'ai relu chaque ligne, non pas avec nostalgie, mais avec clarté. Chez moi ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise à ma table à manger. Le dossier qu'ils avaient apporté était toujours à proximité. Je ne l'ai pas touché. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon vrai compte d'épargne et regardé le solde, stable et entier, intact par quiconque sauf moi. J'ai laissé les chiffres s'installer dans ma poitrine comme une encre. J'ai pris une autre gorgée de vin et j'ai feuilleté mes documents une fois de plus, les journaux du compte signalé, les déclencheurs d'audit, l'index des incohérences que leur retrait présenterait inévitablement aux agents de conformité. Tout se déroulait exactement comme cela avait été conçu. Il n'y avait aucune rage en moi, aucun tremblement, juste une immobilité sculptée par des années à avoir été sous-estimée. Mes parents m'avaient appris le coup du silence, j'avais simplement appris à l'utiliser différemment. J'ai refermé le dossier doucement, mes doigts ne laissant aucun son sur la couverture. La bougie du gâteau d'hier était sur le comptoir, un petit morceau de cire plié d'un côté. Je l'ai ramassé, examiné sa forme et l'ai reposé. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. La première alerte est arrivée pendant que je versais mon café du matin, une vibration douce sur le comptoir, l'écran s'allumant avec une notification de la banque, activité inhabituelle détectée. Je l'ai fixé un moment, la vapeur de ma tasse effleurant mon visage comme pour me rappeler de respirer. Puis mon téléphone a sonné, le numéro de mon père. Sa voix a explosé au moment où j'ai répondu « Qu'est-ce que tu as fait, Camille ?» La banque a tout gelé. Tous les comptes. Ils disent qu'il y a une enquête. Je me suis appuyée contre le comptoir, regardant la lumière du soleil ramper sur le sol. J'ai reçu une alerte aussi, ai-je dit calmement. On dirait un contrôle de fraude. Ne joue pas avec moi, a-t-il aboyé. Ils pensent qu'on a blanchi de l'argent. Ils examinent les virements. Ils posent des questions sur les motifs. Les motifs ? La chose exacte autour de laquelle j'avais construit le piège. Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère a transpercé le haut-parleur, aiguë et frénétique, « Règle ça, Camille. Tu ruines notre réputation. » Juliette est en larmes. Ton père ne peut plus respirer. J'ai porté la tasse à mes lèvres. Tu veux dire l'avenir ? Que mon argent a soi-disant assuré ? Le silence qui a suivi ressemblait à une porte qui se fermait enfin. J'ai raccroché et ouvert mes emails. Une autre alerte, celle-ci d'un service de conformité officiel, compte signalé. En cours d'examen. Pas le mien. Celui de mes parents. Puis une autre mise à jour, cette fois de mon avocat, ils ont déclenché l'audit complet. En attente. Tout a bougé en ligne nette après cela, comme des dominos tombant dans l'ordre où ils avaient été placés des années auparavant. À la mi-journée, mes parents avaient appelé 8 fois, Juliette 2 fois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai examiné un projet de contrat à mon bureau, soulignant en rouge les sections qui avaient besoin de clarification. Mon stylo semblait stable, mon rythme cardiaque calme. Ce soir-là, les infos ont diffusé un court segment, un couple local sous enquête pour soupçon de malversation financière. La caméra a filmé mes parents devant leur maison, mon père se disputant avec quelqu'un hors champ, ma mère protégeant son visage des questions des journalistes.
Leurs expressions étaient l'image miroir de l'arrogance qu'ils avaient portée dans mon appartement, seulement maintenant la confiance avait disparu. J'ai regardé l'écran en silence, laissant leur voix s'estomper dans le bruit de fond. La pièce semblait immobile, éclairée seulement par la lueur de la télé. Le lendemain matin a apporté l'escalade. Un coup dur a fait trembler la porte de mon appartement, urgent, irrégulier. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout là, les cheveux non brossés, le parfum mélangé à la panique. Elle m'a bousculé avant que je ne dise un mot. « Camille, écoute-moi » a-t-elle dit, faisant les 100 pas comme un animal piégé. Les enquêteurs sont venus à la maison. Ils ont posé des questions sur des virements, des relevés manquants. Ton père a failli s'évanouir. Ça ne peut pas arriver. Pas à nous. Je me suis appuyée contre le comptoir, au même endroit où je m'étais tenue quand ils m'avaient dit qu'ils avaient tout pris. Ma voix est restée égale. Je t'avais dit de ne pas toucher à ce qui n'était pas à toi. Elle s'est figée. Nous sommes tes parents. Tout ce qu'on a fait, c'était pour la famille. Pour Juliette, ai-je corrigé. Ses yeux brillaient, mais les larmes n'adoucissaient pas son ton. Tu nous as piégés. Non, ai-je dit. Vous êtes entrés dans un système que vous ne compreniez pas. Et vous avez supposé que je ne le comprendrais pas non plus. Ses épaules se sont affaissées. S'il te plaît, aide-nous. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à négocier. Le jour suivant, le tournant complet s'est produit. Email, lettre, un avis formel confirmant l'audit, et puis le message de mon avocat qui a tout réglé, ils ont accédé au compte signalé. L'enquête se déroule exactement comme prévu. Je suis sortie sur mon balcon, laissant l'air tiède laver mon visage. En bas, la ville bourdonnait de son indifférence habituelle. Derrière moi, la télé repassait le segment des nouvelles. Les voix de mes parents résonnaient faiblement à travers la vitre. Ils ne m'avaient pas seulement volé, ils avaient marché droit dans un piège que j'avais tendu pour eux il y a des années. Et tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de les sauver d'eux-mêmes. La pluie a commencé ce soir-là, un doux rideau contre la rambarde du balcon, assez silencieux pour que je puisse entendre chaque goutte tomber. Je suis sortie avec une tasse réchauffant mes mains. La ville devenait floue derrière la brume, l'air sentait faiblement le béton mouillé, le genre d'odeur qui donne l'impression que tout est fraîchement lavé. À l'intérieur, mon téléphone vibrait avec des mises à jour, des articles, des messages, des demandes. Je les ai laissés là. Le monde pouvait avancer sans moi pour une fois. Sur la table à côté de moi reposait une photographie que mon père avait envoyée par la poste des mois plus tôt, nous trois sur une plage de la côte, la lumière du soleil frappant nos visages inégalement, mon moi plus jeune perché sur ses épaules. J'ai soulevé la photo, traçant le bord où le papier s'était ramolli avec le temps. C'était comme tenir une histoire qui ne m'appartenait plus. Le travail avait été stable cette semaine-là, j'avais signé 2 nouveaux contrats, répondu à des questions dans des réunions où mes opinions comptaient, et marché dans les couloirs sans me sentir comme un bouche-trou. Lucas était passé devant mon bureau cet après-midi-là, offrant un petit sourire sans rien demander. C'était suffisant. Une lettre attendait dans ma boîte aux lettres, l'écriture de Juliette, inégale et inconnue. Elle écrivait qu'elle s'était inscrite à un programme pour les femmes reconstruisant leurs finances, qu'elle comprenait si je ne voulais pas répondre. Il n'y avait pas d'accusation, seulement une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'elle n'avait pas vu jusqu'à maintenant. J'ai posé sa lettre à côté de la vieille photo et regardé la pluie ruisseler sur la vitre du balcon. Plus tard, j'ai conduit jusqu'à la côte, la même étendue de sable que sur la photo, la même marée qui allait et venait. Je me suis tenue là où les vagues pouvaient atteindre mes pieds et j'ai senti l'eau envelopper brièvement mes chevilles avant de lâcher prise. Je vous pardonne, ai-je chuchoté dans le vent. Pas pour eux. Pour moi. Certaines limites ne sont pas dites, elles sont tracées au moment où l'on arrête de retourner vers les endroits qui nous ont appris à nous faire petits. Ma famille a cru un jour que je porterais leurs erreurs pour toujours, que le silence signifiait l'obéissance au lieu de la compréhension. Mais la vérité était simple, je n'ai pas brisé le cycle, j'en suis simplement sorti. L'océan derrière moi bougeait en rythme tranquille, constant, imperturbable. J'ai pris une dernière respiration d'air salé et je suis retourné vers ma voiture, laissant le passé là où il appartenait enfin. Si vous voulez plus d'histoires racontées avec ce genre de vérité silencieuse, restez pour la prochaine.